Ouais, À faire des trucs de garçon. T'es bien entouré. Hein. Allez. Tu veux la faire ou pas? Ouais, je le fais. Tu l'as probablement? Je pense. Eh ben, fais quoi, vas-y. Ah, attends, je te pique mon... T'as piqué mon ordi pour l'instant? Je peux? Ouais. Sans fil. C'est ça. Ça marche. Alors, on va faire un petit peu de théorie physique. Bonjour. Je m'appelle Oui, je suis filmé. Je mets ma chemise et mon costard de patron. Alors, si c'est une improvisation. C'est une improvisation. À la demande des personnes présentes dans la salle. Voilà. Donc, l'idée de prendre comment est-ce qu'on en est à utiliser la physique et après la chimie, les soins. C'est ce que j'ai appelé les NTIE. Vous savez qu'on appelle les NTIC, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Par analogie, ça, les NTIE, ce sont les nouvelles thérapies informationnelles et énergétiques. On a... oula, ça va vite là. Tac. On a théoriquement, quand on a voulu soigner depuis quitter, la chimie comme vecteur. Principe plante, ensuite on a extrait les principes actifs des plantes. On était dans une médecine empirique, c'est-à-dire qu'on constatait les effets, on essayait d'isoler, on essayait de relire. Le fondement théorique qui disait telle molécule va de telle manière, parce qu'on peut voir à l'avance sans avoir testé les effets. Donc on se basait sur quels sont les effets de cette molécule, est-ce que voilà, on reproduit 50-100 fois, donc on peut dire qu'on a au contraire, quand on a commencé à voir qu'on pouvait modeler le monde, que les sciences physiques, comprendre par des modèles, c'est-à-dire avoir un modèle mathématique qui va prévoir ce qui va on a dire la médecine et prévoir ce qui allait se passer sur une base physique et non plus sur une base chimique. Ce qui a beaucoup débloqué les choses, c'est à partir de la relativité qui a dit que l'énergie et la matière étaient équivalentes, et ensuite de ça, la médecine quantique. Alors, la médecine quantique, c'est des choses qui sont très contre-intuitives. C'est-à-dire qu'il se passe des choses au niveau atomique et au niveau de l'information qui sont à peu près le contraire de ce qui se passe au niveau intuitif de notre fonctionnement avec la matière. On va avoir des comportements qui sont très bizarres, on va avoir des... Attendez, je reviens en arrière. Hop. Non, c'est bon. On va avoir des informations qui se passent. En fait, on est plus sur un monde qui est statistique qu'un monde qui est vraiment matériel. On a, au début du siècle, c'est des théories qui ont été faites et qui étaient très décriées, évidemment, par tous les scientifiques, parce qu'ils disaient que c'était complètement absurde. C'est aujourd'hui des choses qui sont utilisées par des millions de personnes, que les gens comprennent bien au niveau théorique, mais qui sont encore très compliquées à assimiler dans notre esprit, parce que c'est vraiment pas la manière dont on fonctionne tous les jours. Qu'est-ce que c'est que la physique quantique? Pourquoi ça s'appelle comme ça? En fait, ça tient son nom des quantas, c'est-à-dire des quantités, des petites quantités d'énergie. En fait, l'histoire des choses, c'est que pour qu'un électron saute d'une orbite à une autre, en fait, il ne peut pas passer d'une manière continue d'une orbite à une autre, il va sauter sur différentes orbites, et il ne peut pas être sur une orbite intermédiaire. Ce qu'ils ont constaté dans le cadre de la physique quantique, donc ça c'est des expériences totalement physiques, hein, donc il y a plusieurs principes de base. Il y a un principe d'intrication, c'est-à-dire qu'on peut avoir, quelle que soit la distance, deux atomes qui vont se comporter de la même manière. C'est-à-dire que si on change l'état d'un atome, l'autre atome va changer en temps réel, quelle que soit la distance, donc sans question temporelle. Donc il n'y a plus une histoire de vitesse de la lumière qui convoierait une information. L'information est vraiment en temps réel. La non-localité, c'est une extension de ça. Le principe d'indétermination, alors ça c'est un peu compliqué, c'est-à-dire, on peut le comprendre assez simplement si on imagine qu'en fait, l'indétermination, ça veut dire que la position ou la vitesse de l'atome est statistique. On a une sorte de nuage statistique qui va avancer, et on ne peut pas définir exactement où est l'électron, où est l'atome, ou à quelle vitesse il va dans ce nuage statistique.
les choses ne sont pas fixées au niveau de la matière, en tout cas pas tant qu'on les a regardées, tant qu'on les a pas regardées. Et la superposition, bon ça c'est un peu plus compliqué, ça nous concerne moins, mais ça veut dire que plusieurs états peuvent avancer en parallèle. On est un peu sur le même principe de statistique, on peut avoir plusieurs états qui sont en même temps sur la même matière. Donc la même matière peut être en même temps dans différents états. Ça amène des effets qui sont assez bizarres. Alors l'effet le plus bizarre, c'est la dualité onde-corpuscule et le principe de l'observateur. L'expérience la plus connue, c'est que si on fait passer, je vous montrerai éventuellement un petit film, en fait ils ont voulu savoir au début du siècle si la lumière c'était une onde ou si c'était de la matière. Et pour ça, ils ont décidé d'envoyer un seul photon à travers deux fentes, et de voir par quelle fente il passait. Donc si c'était de la matière, il passait par une seule fente, si c'était une onde, il passait par les deux fentes et il faisait un réseau d'interférences. Et en fait, le résultat changeait suivant l'intention de l'observateur. Et donc il ne comprenait pas, mais si quelqu'un était persuadé que c'était de la matière, ça avait un comportement de matière, si quelqu'un était persuadé que ça avait une onde, ça avait un comportement d'onde. Et surtout, ça changeait en fonction de si on regardait ou pas. C'est ce que je voulais. Super. Oui, c'est ça. Ça changeait en fonction de si on regardait ou pas. Il y a une expérience encore plus folle qui existe. Malheureusement, je n'ai pas encore retrouvé la trace de cette expérience, donc il faut que je retrouve la source. Il y a des chercheurs qui se sont demandé si on pouvait... Alors, à Princeton, ils ont pas mal étudié de choses. Donc, à Princeton, ils ont 30 ans d'archives sur l'interaction entre la conscience et la matière. Princeton, c'est une des grandes universités américaines. Donc, eux ont fait des expériences sur comment est-ce que quelqu'un qui est décidé à influer sur un tirage aléatoire va pouvoir modifier... Je les ai mis, ces graphiques. On les a mis, les graphiques de Princeton. Ouais. Hop. Ils sont un peu plus loin. Attends, ça capte pas super bien. Tac. Bon, j'y reviendrai après alors. Je vous parlerai de cette expérience après dans ce cas-là. Et un terme que j'aime bien, si j'arrive à revenir sur l'écran, c'est l'effondrement de la fonction d'onde. C'est un terme que je trouve très joli. En fait, ça veut tout simplement dire que la fonction d'onde, c'est l'ensemble des probabilités soit la position, soit de la vitesse de l'atome ou de l'électron. L'effondrement de la fonction d'onde, c'est à partir du moment où on le regarde, en fait, toutes ces probabilités se rejoignent en un état qui existe à ce moment-là. Mais tant qu'on n'a pas regardé, toutes les probabilités existent en parallèle. Alors, autre chose qui est assez intéressante, donc la matière peut être décrite à la fois comme une onde ou comme une particule, et donc la théorie de la relativité nous dit aussi que la matière et l'énergie sont liées par une équation fixée, c'est-à-dire que la matière peut être transformée en énergie selon une variable fixe. Les quantités sont interchangeables. Tout ça a donné aussi naissance à une autre discipline de la physique qui s'appelle la mécanique ondulatoire. La mécanique ondulatoire, c'est toute l'étude de la propagation des ondes dans un milieu donné. C'est ça qui va nous donner la résonance, c'est ça qui va nous donner les systèmes de cavité, tout ça c'est des concepts qui sont très importants. Le champ électromagnétique, c'est une onde. C'est une onde qui a deux composantes, une composante électrique, une composante magnétique. Ces deux composantes sont liées, vous voyez, elles sont perpendiculaires l'une à l'autre. Elles sont liées, elles sont toujours présentes ensemble. Une onde contient à la fois de l'énergie et de l'information. Schématiquement, on va dire que l'énergie, ça va être la force qu'il y a dans l'onde, l'information, ça va être sa fréquence ou ses fréquences, mais il y a toujours les deux, il y a toujours à la fois de l'énergie et de l'information. Quand on va mettre cette onde dans une cavité c'est tout simplement quelque chose de fermé, voilà, il va se passer plein de choses intéressantes. On va avoir des résonances, on va avoir ce qu'on appelle des ondes scalaires, c'est-à-dire des ondes de compression. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important pour le vivant, parce qu'en fait, tout ce qu'on a dans notre corps sont des cavités. Quelle que soit la taille, on peut parler des atomes, des molécules, des organes, de notre corps en entier, c'est des cavités, puisque dedans vont se passer des phénomènes de résonance. C'est comme ça qu'on va expliquer la biorésonance, comment ça marche. On a des fréquences de résonance qui sont en fonction de la forme de la cavité. Et donc, en fonction de la forme de la cavité, on va avoir éventuellement des ondes stationnaires qui vont se créer. Les ondes stationnaires se créent si elles résonnent, si elles se mettent à résonner dans la cavité, parce qu'elles sont d'une longueur d'onde qui est fonction de la forme de la cavité. Qu'est-ce qui se passe dans une guitare ? En fait, dans une guitare, on a plusieurs phénomènes qui se passent. Quand on agite la corde de la guitare, ça va donc créer une onde sur la corde,
de cette onde va se créer une onde stationnaire qui va être fonction de la longueur de la corde, et donc c'est de là qu'on va avoir la hauteur de la note. Ensuite, cette onde va se mettre à résonner dans la cavité de la guitare, qui a une forme spéciale pour faire résonner toutes les fréquences audibles. Et ensuite, va se créer une onde de compression, et l'onde de compression, c'est l'onde sonore. C'est-à-dire que l'onde sonore, en fait, c'est pas une onde qui se promène comme ça, c'est une onde qui se promène comme ça. C'est-à-dire que chaque atome de l'air va venir taper contre l'atome d'à côté. Vous connaissez les systèmes avec les petites billes comme ça? On lève une bille et ça fait clac, clac, clac. En fait, chacune des billes va taper sur la bille d'après. Et l'air, c'est ça. C'est un déplacement une- mécanique. c'est un déplacement, c'est-à-dire que chacune des billes d'air va venir taper sur la bille d'à côté, qui va avancer comme ça, comme ça, comme ça. Et donc ça s'appelle une onde de compression. Et donc la guitare va transformer une onde longitudinale qui était sur la corde en onde de compression qui est sur l'air. C'est le genre d'effet qu'on va vouloir faire avec la biorésonance, parce qu'à partir du moment où on rentre dans une cavité, en fait, on va pouvoir transformer une onde longitudinale en onde de compression. Donc les ondes longitudinales, c'est ce qu'on appelle les ondes scalaires. Ondes scalaires, c'est pas un terme qui me plaît beaucoup, parce que ondes scalaires, ça veut dire des ondes qui n'ont qu'un seul paramètre. C'est-à-dire qu'elles ont uniquement une fréquence, mais pas une amplitude, puisque en fait, c'est la fréquence de compression comme ça, mais il n'y a pas d'amplitude qui est liée. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant. Tiens, j'y pense que maintenant, ça. Dans une onde scalaire, il n'y a pas d'énergie, il n'y a que de l'information. Ça, c'est intéressant. Oui, mais Non, c'est pas complètement vrai, puisque Bah, dans les ondes de pression sonore, il y a de l'énergie aussi. elle ne peut pas exister sans ondes électromagnétiques. Si, puisque les ondes sonores, c'est pas les ondes électromagnétiques. Oui, mais à l'origine, il faut qu'il y ait... Elle a Elle Non. peut naître toute seule. Non, si je fais ça, ça crée une onde sonore, mais c'est pas une onde électromagnétique qui est à la base. C'est le choc des deux mains qui va créer l'onde sonore, qui est une onde de compression. Ouais. Et donc ce serait une onde scalaire s'il y avait qu'une seule information. Non, bah, dans ce cas-là, si c'est l'onde du vivant, elle peut pas être sans énergie, c'est pas possible. Oui, non, mais c'est pas vrai ce que j'ai dit. Ouais. J'ai réfléchi en direct, mais mal. On appelle ça des Ensuite, ce qui ne sont pas des ondes transversales, donc ce qu'on appelle les ondes scalaires, c'est les ondes propagées. Donc des ondes qui avancent, en fait, d'une certaine manière. Les ondes propagées peuvent être stationnaires quand elles se mettent à rebondir sur leur propre fréquence, et donc ça va créer des champs qui sont comme ça. Avec des points d'inflexion ici, où si on regarde une corde de guitare vibrer, on voit qu'il y a des endroits où elle vibre pas en fait. Ce qui est intéressant, c'est que... Ouais, donc là vous voyez, onde longitudinale, onde transversale. En longitudinale, il y a des compressions comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que sur une corde de guitare, c'est déjà un peu compliqué ce qui se passe. Maintenant, imaginez ce qui se passe si l'onde est ronde. Et imaginez ce qui se passe en fonction des fréquences. Si ça, c'est les fréquences de Chladni, je crois il s'appelle. C'est des gens qui... Ça a été découvert il y a très longtemps, ça. C'est des gens qui mettent de l'émail de fer sur une plaque et un haut-parleur en dessous, avec des fréquences pures, et ça crée des motifs comme ça, de plus en plus compliqués, qui ressemblent de plus en plus à des mandalas. Et en fait, ça, ce qu'on voit, c'est les interférences et les points des ondes scalaires, les points des ondes stationnaires, où ça bouge pas. Parce qu'en fait, tout le creux, les particules bougent très très vite, par contre elles se réunissent aux endroits où ça bouge pas. Donc ça permet de visualiser sur un carré tout le réseau d'interférences des ondes qui sont générées sur un carré. Alors après, imaginez ce qui se passe si c'est plus un carré, mais des formes très complexes. On arrive très très vite dans des choses qui sont vraiment très complexes. Avec une information très simple à la base, c'est une fréquence. Juste une fréquence, mais qui est mise dans une forme, et en fonction de la fréquence... et là, il y a des différentiels de fréquences qui peuvent être vraiment minimes entre deux fréquences. Donc là, vous comprenez aussi que d'une fréquence à l'autre, on a des effets qui sont très très différents. L'image de droite, là, ça c'est pareil, c'est des réseaux d'interférences de fréquences, donc voilà le genre de figure que ça peut donner. Création d'une onde de compression. Alors, là où ça commence à nous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe dans le vivant. Plusieurs chercheurs différents ont prouvé que dans le vivant, il y avait beaucoup de communication électromagnétique. Donc que ce soit de la communication photonique, c'est-à-dire que les cellules émettent des photons, que ce soit de la communication électromagnétique, l'ADN émet et reçoit des ondes, les cellules émettent et reçoivent de l'électricité. On sait qu'on peut interagir avec le vivant, en tout cas sur un plan électromagnétique. La lumière, c'est électromagnétique aussi. L'une des implications vraiment intéressantes pour nous, c'est les expériences de montagners.
Montagnier a montré qu'il pouvait numériser sur un fichier audio l'ADN et recréer de l'ADN en repassant le fichier audio dans un tube à essai où il n'y a que des nucléotides. Normalement, il faut mettre en présence d'ADN dans le tube à essai. Là, le fait de simplement passer le fichier audio sur le tube à essai, ça recrée l'ADN, ça permet, l'ADN se recomposait à partir des éléments de base qu'il avait. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, la piste de l'ADN, c'est comme si c'était une piste musicale. En tout cas, il y a un échange d'informations qui peut se faire entre les deux. Intéressant, ça veut dire que l'ADN émet et reçoit de l'information électromagnétique d'une manière finalement assez simple. En plus, là, on est sur un fichier wave tout bête, c'est-à-dire on est même carrément dans les fréquences audibles. C'est pas des fichiers compliqués qui seraient sur des fréquences incroyables. Donc, sur les fréquences audibles, ils ont reconstitué 98% de l'ADN. Donc, il y a probablement des fréquences qui sont dans le domaine inaudible et qui n'étaient pas passées sur le fichier. Mais c'est quand même assez étonnant. L'autre chose qui est vraiment intéressante, c'est les découvertes de Pollack, qui a trouvé qu'il y avait un quatrième état de l'eau, c'est-à-dire l'eau sous forme de cristal liquide, qui a plein de propriétés très intéressantes, mais qu'on retrouve beaucoup dans le vivant, qui peut stocker de l'information. Et en fait, il stocke de l'information en enlevant certaines dégaisons dans une structure alvéolaire comme ça. Et en fait, il arrive à reproduire comme un hologramme les molécules qui lui sont appliquées. Donc on applique une molécule sur ce quatrième état de l'eau, on enlève la molécule, on a encore l'information. C'est comment ça expliquer l'homéopathie par exemple. Ça, c'est pas des fous furieux qui font des recherches chamaniques au fond de la forêt, c'est des chercheurs qui sont purs et durs, qui reproduisent ça dans des centaines de laboratoires et qui ont des photos du truc. On a des photos en particulier intéressantes où on voit au microscope, en fait c'est ce qu'il appelle la zone d'exclusion, c'est-à-dire une zone où il y a de l'eau qui est uniquement dans ce quatrième état de l'eau, qui se crée le long des parois lipidiques, en général des parois grasses. Donc il introduit une pointe dans de l'eau, elle se crée autour de la pointe parce que la pointe est une paroi grasse. On la voit au microscope parce que c'est de l'eau pure. C'est-à-dire que toutes les petites impuretés qui sont dans l'eau ont été repoussées autour parce que cette eau a une structure comme ça qui ne permet pas de mettre d'impuretés à l'intérieur. Il y a une différence de potentiel entre cette eau-là et l'eau normale qui peut aller jusqu'à 1,2 volts. Donc en fait, toutes nos cellules ont des batteries à eau qui peuvent avoir un potentiel d'1,2 volts. On est de l'ordre de 70 milliampères ou microampères, je ne sais plus. Mais en tout cas, on a un voltage qui est assez important. 1,2 volts, c'est une pile bâton. On a ça à l'intérieur de toutes nos cellules. Donc, C'est juste étonnant. pardon ? La partie d'eau de la membrane, c'est pas 70 millivolts? Je ne sais plus si c'est milli ou microvolts. Non, ampères. Ah, Ah, de part et d'autre de la membrane. Oui. Oui, mais par contre, à l'intérieur de la cellule, d'accord. de part et d'autre du quatrième état de l'eau, Oui. on peut mesurer jusqu'à 1,2 volts. Ah, d'accord. Une des expériences intéressantes qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à augmenter la taille de la zone d'exclusion en fournissant justement un petit peu de voltage aux cellules. Donc en fait, elles peuvent se nourrir de voltage directement pour augmenter cette batterie à eau. Ensuite, cette structure-là peut se mettre aussi en forme de tube et créer des microtubes à l'intérieur des cellules avec une aspiration à l'intérieur qui se passe très très vite et déplacer du coup des éléments à l'intérieur de la cellule d'un endroit à un autre. Ils en sont à se dire que le principe de la pompe à protons en fait serait complètement faux. Ce seraient des pompes à tubes de quatrième état de l'eau qui permettraient de déplacer les éléments à l'intérieur de la cellule. Donc, mémoire de l'eau, mécanisme à l'intérieur de la cellule, potentiel de la cellule à bouger très très vite des choses en fonction justement d'un voltage appliqué. Donc c'est quand même des implications qui sont assez importantes. Alors, on en revient à l'expérience de Princeton dont je vous parlais tout à l'heure. Ils ont pris un ordinateur qui faisait, je sais plus quoi, 50 000 tirages à la seconde, quelque chose comme ça, de tirage de pile ou face. Et ils ont demandé à quelqu'un de se concentrer en disant je veux plus de piles ou je veux plus de face. Et ben, ça donne ces graphiques-là. Ça, c'est le tirage aléatoire. Donc on est toujours à peu près à 50% de piles, 50% de face. Si quelqu'un se concentre en disant je veux plus de piles, on voit que ça s'éloigne très très nettement. Ça, c'est la barre où c'est statistiquement significatif. Voilà. Donc, et je voulais plus de face, il a fait ça. Alors, il y a deux choses très intéressantes dans cette expérience. Donc là, c'est à peu près la même chose. Ça, c'est le nuage de tirage aléatoire, et ça, c'est les tirages qui ont été influencés. Il y a deux choses très intéressantes. D'une part, l'esprit peut influencer un tirage aléatoire d'ordinateur. D'autre part, ils se sont aperçus qu'il y avait des groupes qui étaient beaucoup plus forts que d'autres.
Ça s'explique assez simplement si on part du principe qu'effectivement l'esprit est capable, via la mécanique quantique en fait, d'influer sur un tirage aléatoire. C'est logique qu'il y ait des gens qui soient plus entraînés que d'autres. Simplement, les gens ne le savaient pas parce qu'eux, ils ont pris des gens au hasard et ensuite ils ont vu statistiquement qu'il y avait un petit groupe de gens qui ressortaient complètement de là. Bah, c'est super intéressant pour vous. Ça veut dire que si vous vous entraînez, vous serez plus fort à ça. C'est un muscle. C'est comme toutes les capacités, on s'entraîne à une capacité, on acquiert du potentiel plus fort là-dedans. Il y a des gens qui sont naturellement plus entraînés à ça, de même qu'il y a des gens qui sont naturellement plus musclés ou plus grands. Bon, plus grand c'est un mauvais exemple, mais plus musclé, ça peut se travailler. Donc ça veut dire que vous qui utilisez des appareils comme ça, plus vous les utilisez, plus vous allez être efficace avec et plus vous allez être pertinent avec par le simple fait de cet entraînement quotidien de l'utiliser. En fait, vous allez avoir des résultats qui seront de plus en plus pertinents. Tu peux reprendre par rapport à la pensée. Oui. La pensée peut influer la matière, c'est-à-dire Alors, la pensée peut créer l'événement aussi. non, là en l'occurrence, ça c'est des tirages aléatoires d'un ordinateur. Donc tu avais un générateur aléatoire dans l'ordinateur qui tirait des piles ou faces, et ils ont demandé aux gens de se concentrer et de dire je veux plus de piles ou je veux plus de faces. D'accord. Maintenant il y a une autre expérience qui va encore plus vous faire gamberger. Ah. Ils ont fait la même chose en imprimant des feuilles. Okay, donc au moment de l'impression, ils ont dit je veux plus de piles ou je veux plus de faces. Donc ça marchait. Il y avait des feuilles où il y avait plus de piles ou des feuilles où il y avait plus de faces. Mais ils ont été malins. Ils ont aussi sorti des feuilles que personne n'a regardées. Ils les ont mises dans un placard pendant 10 ans, sous enveloppe, que personne n'a regardé. Et 10 ans après, ils ont ressorti les enveloppes et ils ont dit « Concentre-toi et dis qu'il y a plus de piles dans cette enveloppe-là. » C'est pas la peine que je vous dise le résultat. Ils ont ouvert l'enveloppe, il y avait plus de piles dessus. Donc la personne, en se concentrant, a réussi à modifier ce qui s'était imprimé 10 ans avant. Mais ça n'a pas marché pour les feuilles que les gens avaient regardées 10 ans avant. D'accord. D'accord. Donc tant que personne ne l'a regardé, même si c'était 10 ans avant, tant que personne ne l'a regardé, on pouvait le modifier. D'accord. D'accord. Il n'y avait pas eu de regard d'observateur. Il n'y avait pas eu d'observateur. Pendant 10 ans, il n'y a pas eu d'observateur, c'était sous enveloppe, c'était imprimé 10 ans avant, ça pouvait encore être modifié. C'était vierge. C'était imprimé 10 ans avant, ça pouvait encore être modifié. C'était vierge de tout regard. Ouais. Celles qui ont été regardées, si quelqu'un les avait regardées 10 ans avant de les mettre dans l'enveloppe, ça ne pouvait plus être modifié. C'était fini. Ah, c'est super. Vous imaginez les implications pour vous? Et la pensée, elle est créatrice. Oui, mais elle est même créatrice d'événements qui se sont déjà passés. Voilà, oui. Oui, crée la matière. Ce que disent les magnétiseurs, c'est que tant qu'on n'a pas vu une radio du cancer, on peut la soigner. Dès que le client a vu la radio du cancer, c'est mort. Le magnétiseur ne peut plus intervenir dessus. Maintenant, il y a d'autres techniques qui permettent d'intervenir dessus. Mais le magnétiseur qui travaille par l'intention, s'il y a une radio, si le client est persuadé que le cancer est là, il n'y a plus grand-chose à faire. Il l'a imprimé en lui, en fait. Ouais. Tant que tout est possible, tant qu'on avance avec la fonction d'onde, la fonction d'onde de tous les possibles, on est dans un monde de probabilités, en fait. Ouais. On a différentes réalités qui avancent en parallèle. Tant qu'on n'a pas décidé dans quelle réalité on était, on peut encore choisir. À partir du moment où on a décidé dans laquelle on était, on continue dans celle-là. Okay ? La réalité, c'est plusieurs probabilités qui avancent en parallèle. Des mondes parallèles. Pas des mondes parallèles, des chemins différents. Tant que tu n'as pas mis ton pied sur le chemin, tu peux choisir le chemin. Si tu mets ton pied sur le chemin, tu repars pas en arrière. Tu as d'autres chemins qui s'ouvrent devant toi. Alors peut-être que tu as des chemins qui remontent vers l'autre. Tu vois. La vie est une succession. C'est pas, tu vois, tu as un chemin qui est là, tu as un chemin qui est là. Mais peut-être qu'après, il y a un autre embranchement qui permet de revenir à ce chemin-là. Tout est possible, tu vois. Tu es sur un grand champ, tu fais un pas. Voilà, tu repars pas en arrière. Ça t'empêche pas de faire un pas comme ça pour revenir. Mais en tout cas, le pas qui a été fait, tu peux plus dire ah non finalement je joue pas, j'ai pas joué, je reviens en arrière. C'est juste. C'est de la science, hein. C'est pas. Oui, c'est pas de l'utopie. Donc l'expérience des deux fentes, le fait d'observer, ils font de la fonction d'onde et donc c'est de la matière et c'est plus de la probabilité. C'est un résumé. Ah, l'information. Alors, c'est quoi l'information ? L'information, c'est des données qui permettent de transmettre sur un support. Il faut qu'il y ait un support pour l'information. D'un point à un autre. Un point, ça peut être un moment dans le temps ou ça peut être un moment dans l'espace. Des caractéristiques d'un élément.
Tout ce qui a une structure a une information, puisque la structure elle-même est une information. Et en général, c'est à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on a une structure de l'information, et on a une information dans l'information, et on a une information dans la structure de l'information, et donc on a des systèmes qui se retrouvent assez complexes et imbriqués les uns dans les autres. Mais chaque niveau a son information. Si vous prenez un ordinateur, il y a un niveau très bas qui sont comment est-ce que c'est organisé physiquement dans le processeur, un niveau au-dessus qui sont comment est-ce qu'on va pouvoir interagir avec ce processeur, un niveau encore au-dessus qui est un langage d'exploitation qui permet de mettre tout ensemble, un niveau encore au-dessus qui est l'interface utilisateur, et un niveau encore au-dessus qui va être le logiciel qu'on va mettre dans l'interface utilisateur. Et encore, il peut y avoir encore un niveau au-dessus qui va être qu'est-ce qu'on programme dans ce logiciel-là. Tout ça, c'est des niveaux d'information qui interagissent les uns avec les autres. Ensuite, l'un des principes de base de l'information, c'est qu'on a des interfaces. D'accord ? Donc pour nous, c'est les 5 sens, les muscles, la voix, etc. Pour une cellule, on a des entrées-sorties qui sont électriques, magnétiques ou chimiques. Ou photoniques, on pourrait dire, mais bon, c'est électromagnétique, c'est pareil. Pour l'ordinateur, on a l'interface réseau, l'écran, le clavier, etc. Les caractéristiques principales, surtout des interfaces, c'est qu'on a certains supports, on est sensible qu'à certains supports, on est sensible dans une certaine plage d'information et selon certains langages. Pour l'oreille, par exemple, on va être sensible à des pressions acoustiques, donc des pressions sonores, dans une certaine plage de fréquence, à une certaine intensité, et ensuite, selon un certain langage. C'est-à-dire que si on vous parle allemand et que vous ne parlez pas allemand, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Donc là, déjà, il y a plusieurs niveaux de filtrage qui permettent de comprendre le langage de ce qu'on nous envoie comme information. La mécanique quantique énergétique et informationnelle, c'est le langage du corps et des cellules. « 60 à 100 000 milliards de cellules qui comprennent chacune de l'ADN, de l'épigénétique. L'épigénétique, en 2 mots, c'est tout ce qui permet de modifier l'expression des gènes. L'épigénétique, il a été montré qu'on peut le changer par l'intention ou par les événements de ce qui nous arrive dans la vie. Donc en fait, l'ADN peut changer par mutation, mais surtout l'épigénétique, donc ça c'est des choses qui sont assez lentes, la mutation c'est une génération, donc quand on fait un enfant, il y a une mutation, vous savez ce qui se passe dans l'ADN quand on fait un enfant, en fait il est coupé en 2 quelque part au hasard, et les 2 parties de la mère et du père sont remises coupées au hasard, donc ça veut dire que ça peut être coupé en plein milieu du code d'une protéine. C'est pour ça que de temps en temps, il y a des gènes qui sont mal fonctionnants, parce que c'est coupé au milieu d'un code. Mais en général, ça tombe sur ce qu'on appelle de l'ADN fantôme, c'est-à-dire des gènes où on ne sait pas trop encore à quoi ça sert. Il y a des chances que ça serve à quelque chose, mais on ne sait pas encore à quoi. Mais de temps en temps, c'est coupé au hasard, et donc ça peut recréer une protéine qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant, ou une expression qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant, mais dans la plupart des cas, ça fait des mélanges qui sont assez harmonieux entre la mère et le père. Par contre, l'épigénétique, ça change quasiment en temps réel. C'est-à-dire que vous changez de pensée, vous changez des activateurs, vous changez l'expression des gènes. Et donc l'ADN, ce serait comme si c'était le système d'exploitation Windows. Okay, l'épigénétique, c'est comme si c'était le logiciel qui était par-dessus. Windows, il ne va pas changer, il y a une mise à jour tous les 2 ans. Par contre, le logiciel qui est au-dessus, il peut changer très 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 vite. Donc imaginez que vous avez un logiciel qui diffuse de la vidéo, vous allez sur YouTube, okay, les images elles changent super vite, par contre YouTube il ne change pas tout le temps. Okay, donc l'interface de YouTube elle ne change pas, ce qu'on met dedans ça peut changer très très vite. L'épigénétique ça change très vite, basé sur un ADN qui est relativement fixe. Nous ce qui nous intéresse c'est qu'est-ce qu'on fait avec YouTube, c'est pas pourquoi est-ce que YouTube marche comme ça avec le bouton il est là. Ce qui nous intéresse c'est quel film on va regarder. Okay. Alors, on a vu que dans l'ordinateur, il y avait plusieurs niveaux d'information. Dans le vivant, c'est pareil. On va avoir, donc on a vu le niveau des cellules. Maintenant, il y a un niveau supérieur au niveau de l'organisation. Donc tout ça est très complexe. 60 000 milliards de cellules, vous imaginez qu'il y a des interactions qui sont un peu compliquées. On va remonter au système nerveux. Le système nerveux, c'est l'interface principale avec les 5 sens du corps. Mais aussi, on a des interfaces électriques et magnétiques. Et en particulier, il y a quelque chose quand même d'assez intéressant, c'est ce que je vous ai mis là. On a des interfaces magnétiques qui sont innervées dans le corps. Ça a été montré par Yves Rocard. Il y a d'autres chercheurs, mais bon, en France, c'est principalement lui qu'on connaît sur ça, qui a montré qu'on avait des particules de magnétite dans le cerveau, au bout des doigts,
sur les arcades sourcilières et que ces particules, donc, qui sont les mêmes que celles qu'on trouve dans le cerveau des oiseaux, elles sont innervées. Donc on peut recevoir de l'information, on peut aussi peut-être les mettre en mouvement par nos nerfs. Okay, donc ça expliquerait qu'on aurait des informations électriques et magnétiques en plus dans nos sens, qui ne font pas forcément partie des 5 sens classiques, on va dire. Au niveau encore au-dessus, on a ce qui se passe dans la tête, les émotions, le mental, l'intellect, donc le conscient, l'inconscient. Tout ça, c'est des informations. C'est encore un niveau de complexité supérieur. C'est-à-dire qu'on a la cellule qui fait ces informations, on a au-dessus tout le système nerveux qui est déjà un niveau de complexité bien supérieur, on a encore au-dessus, on va avoir le mental et le conscient, l'inconscient qui est encore un niveau de complexité supérieur. À chaque fois, ces niveaux de complexité s'appuient sur les niveaux inférieurs. Alors, tout ça pour vous dire comment marchent les appareils. Je vais d'abord vous parler de Rayonnex, puisque c'est l'appareil que vous savez utiliser. Il y a un principe de base dans la mécanique ondulatoire, c'est la syntonisation. La syntonisation, c'est ce qui se passe sur les antennes râteaux qu'on a en haut de qu'on a pour capter la télévision. En fait, l'antenne râteau, elle a un pas. Ce pas, il est réglé en fonction de la longueur d'onde. D'accord ? Une fréquence et une longueur d'onde, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'onde se déplace à une certaine vitesse, donc plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est petite. Ok ? C'est logique. Vous comprenez le principe. La fréquence, elle fait comme ça, elle avance. Ouais, ok ? Donc la longueur d'onde, c'est le pas. Donc l'antenne râteau, elle est réglée sur le pas des fréquences VHF, qui sont celles sur lesquelles sont émises la télévision. Dans les appareils, vous avez la même chose, sauf que le pas est variable. Ok ? Qu'est-ce que vous allez capter ? Qui viennent d'où ? Non. En fait, vous allez capter les fréquences de la Terre. Vous allez capter les fréquences qui sont émises par le noyau terrestre. Okay ? Il n'y a pas de générateur artificiel chez Rayonnex. Okay ? On syntonise les ondes magnétiques naturelles de terrestres. C'est quand même un truc intéressant, ça. C'est un truc intéressant. Nos cellules, elles sont nées où ? Elles sont nées dans l'océan, il y a 4 milliards d'années. À la base, c'était des petits organismes qui, d'un seul coup, ont décidé de construire une ville avec un mur autour. Elles ont refermé un petit bout de mer autour d'elles, et elles se sont dit, ok, on se met à 100, 200 entre nous, on se construit notre village, et on se construit une grosse barrière autour de chez nous. Après ça, il y a d'autres gens qui sont arrivés dedans, etc. Ça s'est complexifié, mais à la base, c'était ça. Elles ont toujours vécu dans le champ magnétique. Donc elles connaissent la fréquence de Schumann, ça a toujours été la même. La fréquence de Schumann, c'est la vitesse de la lumière divisée par le rayon de la Terre. Ok ? Ça ne bouge pas. Depuis 4 milliards d'années, c'est la même. Donc ça, c'est la fréquence de base sur laquelle sont appuyées toutes les communications dans nos cellules. Qu'est-ce qui se passe chez Rayonnex quand vous faites une fréquence de transfert ? 0100 ? C'est la fréquence de Schumann. Fréquence de Schumann. Fréquence de transfert, c'est-à-dire, en gros, c'est la porteuse sur laquelle toutes les communications de nos cellules sont appuyées. Ensuite, il y a un autre concept de base important, c'est donc le support et la transduction. L'information, on a vu qu'elle était portée sur un support. La transduction, ça veut dire qu'on garde la même information, mais on la passe sur un autre support. Ok ? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la guitare. Un haut-parleur, ça fait une transduction entre le signal électrique qu'on envoie sur l'électroaimant et l'air derrière qui va être mis en pression. C'est la même information. Hein, dans le câble électrique, on a une onde sur une certaine fréquence. De l'autre côté, on va avoir une onde sur une certaine fréquence. Simplement, il y en a une qui est électrique, l'autre qui est en pression sonore. Est-ce que tu peux dire que la lumière, c'est un transducteur, une ampoule électrique? Oui. Oui, oui, bien sûr. Ça transforme une énergie électrique en énergie lumineuse. Oui, oui. Mais sauf que, en l'occurrence, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'informations, parce que le 50 Hz qu'on envoie, ce n'est pas forcément une information, et la lumière ne vibre pas à la même fréquence. Ouais. Donc, c'est un transformateur, mais je ne suis pas sûr que ce soit un transducteur. Des niveaux d'énergie. Ouais. Donc, Rayonnex, vous connaissez. Je ne vais pas vous représenter Rayonnex, vous connaissez. Les gros intérêts, c'est qu'on va faire des tests individuels sur chacun des programmes et on va avoir identifié des fréquences de base qui correspondent à des systèmes qu'on met en résonance. Donc les systèmes en résonance, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, les cavités. Donc qu'est-ce qui se passe quand on cherche un pathogène?
on a une fréquence de résonance du pathogène parce qu'ils ont tous à peu près la même forme, et donc ils résonnent tous à peu près sur la même fréquence. Okay, on peut avoir plusieurs fréquences pour un système, parce que justement il peut y avoir plusieurs fréquences de résonance, et ça permet de distinguer un pathogène d'un autre, parce qu'il ne va pas résonner exactement pareil. Donc ce que vous avez comme liste de fréquences, ou comme dans les programmes RH, ou des choses comme ça, en fait c'est des collections de fréquences de cavité. Donc il ne s'agit pas d'une analyse statistique de il y a 50 personnes qui ont eu la maladie, donc on va dire que tu as la même. Il s'agit de dire, voilà, un organe sain, il a telle fréquence de résonance, et c'est pas statistique, c'est physiologique en fait. Après, c'est plus compliqué d'imaginer qu'on a aussi des fréquences pour tout ce qui se passe dans l'esprit. Mais ça marche aussi. Il y a la possibilité de faire un test automatisé, c'est le Radioscan. Ce que disait Paul Schmitt, c'est que le test de valeur de plage, c'est la voie royale de la biorésonance, c'est-à-dire qu'en fait, on va chercher toutes les fréquences qui sont disharmonieuses, entre 0 et 100, et on va les réinformer sans se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est ce que fait le Radioscan. Le Radioscan, il va tester toutes les fréquences, il va sortir celles qui sont le plus disharmonieuses, et on va pouvoir les réinformer tout de suite. Ça, il le fait avec un test sur le cœur, c'est-à-dire qu'il envoie une fréquence et il voit comment le cœur réagit, est-ce qu'il y a une petite accélération cardiaque ou un petit ralentissement cardiaque. Il mesure tout ça, il y a un calcul mathématique un peu compliqué derrière, mais en 3 battements de cœur, il arrive à savoir si la fréquence qu'on a envoyée, elle affaiblit ou elle augmente le système général, et donc il va en déduire du coup quelles sont celles qui sont les plus importantes. Ensuite, il va permettre de faire aussi une adéquation entre les fréquences qui sont trouvées et les spectres de fréquences qu'on a dans le RH. Et donc, on va pouvoir identifier sur ces fréquences-là, tiens, on retrouve toutes les fréquences de tel pathogène, on retrouve toutes les fréquences de tel problème, etc. Et donc, ça va permettre de faire une adéquation. Mais le principe de base, c'est quand même le test de valeur de plage, et on réharmonise directement derrière. On verra ça mardi après-midi pour ceux qui sont encore là avec Philippe. Noël. L'autre chose que vous connaissez sans doute, c'est si on a des perturbations géobiologiques, ça va nous perturber nos systèmes. Tant qu'on a la perturbation, on va être perturbé, donc ça ne servira à rien d'harmoniser les gens quand ils arrivent en cabinet, donc il faut poser quelque chose qui émette en permanence chez eux. Et donc pour ça, il y a des appareils qui émettent en permanence les fréquences qui sont nécessaires, et qu'on va placer sur le lieu de la perturbation. Maintenant, je vais vous parler de ce que vous connaissez un peu moins, NES. Alors NES a été conçu par un acupuncteur australien qui s'appelle Peter Fraser, qui a fait 30 ans de recherche pour faire ce qu'il appelait le champ corporel, qui est en fait une extension du système des méridiens qu'on a vu tout à l'heure, et des points d'acupuncture, où il a trouvé en fait qu'il y avait des réseaux de circulation de l'information dans le corps, et que ces réseaux de circulation de l'information pouvaient avoir des blocages. Et donc finalement, son système se résume à trouver les points de blocage dans les réseaux d'information principaux, et à réinformer le corps sur comment doit marcher ce réseau d'information pour arriver à le débloquer. Alors, il y a plusieurs manières de... L'identification, elle se passe, comme on l'a vu tout à l'heure, on est capable d'influer par l'esprit un générateur de tirage aléatoire. En fait, elle se passe de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y a un générateur de tirage aléatoire qui va envoyer l'information très très vite des différents circuits, et qui va voir comment notre conscience réagit à ça. Donc il envoie très vite l'information d'un circuit d'information. Si notre conscience réagit d'une certaine manière, il arrive à l'enregistrer, qui veut dire en gros il y a un problème. Et si elle réagit d'une autre manière, il a compris qu'il n'y avait pas de problème. Donc il envoie ça très vite, ça prend 1 seconde et demie. Bon, il n'y a pas énormément de circuits d'information, il y en a 80, quelque chose comme ça. Il y en a autant que d'infosoutiques et de verre. Oui, on montrera. Oui, c'est ça, on montrera un test après si vous voulez. Donc en quelques secondes, on a eu l'information de qu'est-ce qui va bien ou qu'est-ce qui ne va pas dans ces circuits d'information. Et ensuite, ils ont imaginé plusieurs systèmes pour réinformer le corps. Il y en a un, c'est le Mayels, qui est le petit appareil qui permet d'émettre une information électromagnétique. Voilà. Donc ça peut l'émettre. Ce qui est intéressant dans ce petit appareil-là, c'est que ça peut l'émettre soit sur un support magnétique, et donc ça va émettre 60 cm autour de lui, soit sur un support électrique, et là on va émettre directement en contact avec la peau. Et ça peut permettre de résoudre des problèmes locaux aussi, ou de travailler directement soit sur des points, soit sur des méridiens. Il y a des effets qui peuvent être assez radicaux pour des douleurs, par exemple, des choses comme ça. Donc là, on est dans le domaine des micro-courants électriques, on va dire, mais qui sont un autre support de l'information. L'information derrière est toujours la même, c'est-à-dire comment marche le circuit d'information quand il devrait marcher. Et on a les infoceutiques, alors là c'est encore un autre support d'information, l'information est toujours la même. Le support là c'est
c'est des hologrammes en fait. C'est-à-dire qu'ils ont informé par laser une solution colloïdale. On a vu tout à l'heure que l'eau, sous son 4e état, pouvait retenir l'information. Des colloïdes, c'est de l'eau avec, des atomes autour desquels on a de l'eau en 4e état. Et donc on va pouvoir l'informer par laser et informer dans cette structure tridimensionnelle le circuit d'information tel qu'il va marcher. En fait, on prend ces gouttes, notre corps reconnaît cette information, elle se diffuse à l'intérieur du corps et on arrive à recréer le système d'information comme ça. Donc c'est l'un ou l'autre en fait, en général. Non, en général c'est les deux. C'est-à-dire que pendant la séance tu fais un coup de Mayels et ensuite les gens repartent avec des bouteilles et ils le prennent pendant 3 semaines. 3 semaines c'est ce qu'il faut pour refaire un circuit d'information, c'est ce qu'il faut pour refaire un circuit neuronal, c'est ce qu'il faut pour intégrer une information. Ils repartent, enfin je pensais qu'on pouvait le louer, moi, le Mayels. Alors on peut aussi louer le Mayels. Ils repartir Voilà, avec pendant 3 semaines. Oui, tu peux aussi louer le Mayels et te faire des séances avec tous les jours. Si tu as des problèmes musculaires, si tu es sportif, que tu as besoin de récupération, si autre, tu peux faire ça. Et dans ce cas-là, le praticien peut te faire un programme sur mesure. Si tu as un Mayels chez toi, tu peux aussi accéder à de la télémédecine. C'est-à-dire qu'avec ton Mayels, tu peux faire un scan. Tu vas l'envoyer par Internet sur le logiciel du praticien qui va pouvoir le voir comme s'il t'avait en face de toi, voir quels sont les blocages, concevoir le programme qu'il faut, te renvoyer le programme par Internet. Et toi, tu vas le recevoir dans ton Mayels et tu vas pouvoir t'appliquer le programme chez toi. D'accord, c'est génial. Ouais, donc ça, c'est intéressant. Donc là, c'est de la télémédecine, mais au niveau de l'information. On a un autre appareil qui est Vedapulse. Vedapulse, en fait, ça prend... Vous voyez, il y a 2 capteurs comme ça, qui mesurent les pouls. Et en fait, là, eux, ils ont intégré tout le système des pouls en Ayurveda. On a 12 pouls. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Hein. On a 12 pouls qui sont en fait 12 composantes de la fréquence cardiaque que les praticiens ayurvédiques mettent des années à maîtriser en général, parce que c'est assez complexe. En fait, en mesurant comme ça, il doit y avoir 2-3 endroits où on prend les pouls, et donc on obtient finalement des composantes différentes de la fréquence, et notre cerveau arrive à faire ces calculs mathématiques qui sont très complexes derrière, mais notre cerveau est une très belle machine. Et donc avec de l'entraînement, on arrive à isoler en fait quelles sont les différentes composantes, et en déduire des paramètres ayurvédiques. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ces calculs au niveau mathématique, donc à partir d'un électrocardiogramme. Ils les ont transformés en ces fameux paramètres ayurvédiques, et ensuite ils les ont appliqués dans tout un tas de modules de recommandation. Et donc ça va pouvoir te dire quels sont les aliments qui sont bons ou neutres ou mauvais pour toi, quels sont les compléments nutritionnels, bons, neutres ou mauvais pour toi, les positions de yoga. Enfin, il y a plein de modules comme ça différents qui sont à chaque fois basés sur les recommandations ayurvédiques. Ils travaillent en fait avec des hôpitaux ayurvédiques qui, eux, vont analyser, par exemple, si on veut intégrer des compléments nutritionnels, ils regardent toutes les composantes, ils en font une analyse du point de vue ayurvédique, ils vont du coup les mettre dans une certaine case, et cette case va correspondre aux paramètres qui ont été déduits par rapport à ça. Détermine ta constitution en premier. Voilà, c'est ça. Ils déterminent ta constitution d'après les pouls, et du coup, en fonction de ta constitution, ils vont donner des recommandations. C'est intéressant parce qu'en quelques clics, vous allez pouvoir sortir et imprimer une feuille de recommandation avec quelles sont les heures favorables ou non pour toi, quelles sont les positions de yoga ou pas, y compris, il y a un petit dessin des positions de yoga, à quelle heure les faire, etc. Quels sont les aliments qu'il faut éviter ou autre. Et donc, vous allez sortir 4 ou 5 pages de recommandations très très vite. Alors, la prise de pouls prend 5 minutes. Donc il enregistre les pouls pendant 5 minutes. Ensuite, il y a un tout petit travail à faire de regarder s'il n'y a pas des moments où ça a mal été pris ou je ne sais pas quoi. Donc vous allez pouvoir sélectionner qu'il faut effacer telle partie ou autre. Ça, normalement, dans une prochaine version, ça devrait être automatisé. C'est déjà automatisé en fait, mais on peut l'éditer si on veut. Et ensuite, on va avoir donc tout un tas de modules de... Pour les allergies alimentaires, intolérance alimentaire, c'est Oui. Ouais, bah oui. Et il y a des modules aussi qui sont plus dédiés aux naturopathes. Ouais. Et on choisit les modules qu'on souhaite. Oui, on choisit les modules qu'on souhaite. Ouais. Alors c'est pas mal parce que c'est assez abordable, c'est-à-dire que l'appareil coûte 1300 €, quelque chose comme ça, avec la version praticien plus la version patient. Là aussi, on a une option télémédecine, c'est-à-dire qu'on a un appareil qui coûte à peu près 500 € qui peut être acheté par les patients, avec lesquels ils peuvent faire leur prise de pouls à Tombouctou, et vous envoyez le fichier pendant que vous êtes à Honolulu. Et là, vous l'ouvrez avec votre logiciel, vous regardez les recommandations, vous leur envoyez un PDF des recommandations, et vous faites votre consultation par Skype. Ouais. génial. Bah oui, ouais, c'est pas mal. Zone de réflexo. Ouais. Oui, c'est ce que Oui, il y a un module réflexologie. Pour ceux que ça intéresse, il y a un module pour les sangsues. C'est pas très utilisé en France, mais il y en a qui adorent ça. Philippe Noël, il adore ça, les sangsues. En Allemagne, ils connaissent pas mal les sangsues. En naturopathie. En naturopathie, voilà, c'est ça. Donc réflexologie, ils ont un petit appareil aussi qui permet de faire une réinformation quantique, enfin un petit peu d'électro, mais bon,
On n'est pas au niveau de... Bon, c'est un appareil qui coûte 500 €, hein, c'est pas non plus un gros investissement, mais on n'est pas au niveau de Rayonex ou autre. Hein. Ouais. Donc c'est assez sympa. Vraiment efficace, hein. Moi je les ai vus là. Ouais, Dans ouais. le web, vraiment. Ouais, c'est assez sympa. C'est un Ouais. Indien qui est derrière ça, et puis c'était les Russes. Ouais, ouais. Alors ça vient de Sibérie. Ça vient de Sibérie centrale. Oui, Sibérie. Ouais. Les Russes, Ouais, c'est des gens qui sont pas très loin de la frontière de la Mongolie. Voilà. Bah, pour les allergies, ça peut être hyper intéressant parce que tu peux aller 3 fois plus vite que les tester avec le 7. Ouais, ouais. Alors il n'y a pas de module allergie encore, mais... Si. Oui, il indique. Il n'y a pas de module allergie, mais bon, je pense que c'est quelque chose qui vont... Oui, il y a des choses qu'il faut éviter. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Au niveau alimentaire. Ah oui, au niveau alimentaire, voilà, c'est ça. Il y a tout le côté alimentaire est intégré, mais ils n'ont pas intégré d'allergie environnementale ou des choses comme ça. Ouais, mais déjà, donc, tu as déjà l'allergie alimentaire. Ouais, ouais, ouais. Qui est quand même. Ouais. Bah, on est toujours dans le même système, c'est-à-dire des choses qui t'affaiblissent ou des choses qui te renforcent au niveau énergétique, si tu veux. Donc on n'est pas dans du biologique. Voilà. Ouais. Mais par contre, on est sur une base d'électrocardiogramme, donc c'est quand même quelque chose qui est, même si derrière il y a une interprétation ayurvédique, donc qui n'est pas forcément dans la culture du médecin occidental, un médecin il comprend un électrocardiogramme quand même. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc on peut faire une analyse de différentes manières, et il y a un nouvel appareil intéressant qui vont sortir là d'ici la fin de l'année, qui est un mélange de Vedapulse et de GDV. Donc on pourra faire à la fois la prise de pouls et la prise d'empreinte en GDV. Le GDV, vous connaissez? Non. Non, j'ai pas fait d'écran sur le GDV. GDV, ça veut dire Gas Discharge Visualization, donc visualisation de la décharge gazeuse. En fait, ça envoie autour du doigt une micro-impulsion électrique et ça regarde par où sort l'électricité. Donc en fait, on a une espèce de photo de l'aura comme ça. Et ensuite, derrière, par réflexologie, est rapporter tous ces points de sortie sur le corps en entier. Et donc, on en déduit l'état interne des organes, en fonction de la vigueur avec laquelle ça sort sur les différents doigts. Et donc, on pourra avoir à la fois une photo énergétique et une photo de réponse du cœur, avec cet appareil-là. Et donc, il y a une version pour la maison. TimeWaver. Bon, je vous dis tout de suite, on n'est pas dans le même genre de prix. Donc TimeWaver, c'est Markus Schmicke, qui est un Allemand de l'Est, ils sont près de Berlin, qui lui a beaucoup réfléchi justement sur les relations entre les interfaces quantiques et l'information numérisée, et il est arrivé sur un système très malin, c'est-à-dire qu'il s'est dit, puisqu'on peut influer par la conscience via un outil quantique comme ça, on peut influer sur des résultats. Il a poussé la logique vraiment très très loin, c'est-à-dire qu'il a fait une base de données qui contient 680 000 entrées quand même. Ils en rajoutent tout le temps en plus. Plus après il y a des bases de données thématiques, ils ont fait une base de données thématique sur le business, enfin bref, mais en tout cas sur la santé il y a 680 000 entrées. Il y a une dizaine de modules différents d'interfaces là-dedans, et tout ça est organisé autour d'un plateau dans lequel on a un laser à effet quantique. Le laser à effet quantique, en fait, c'est un laser qui envoie à travers un miroir sans teint. Et donc, quand il envoie un photon, le photon peut passer à travers, ou le photon peut rebondir. Et en fait, ça, c'est très très facile à influer par la conscience. Beaucoup plus facile qu'un générateur de bruit. Donc dedans, il y a un générateur de bruit, mais lui, il est fait pour informer la matière. C'est-à-dire qu'on va pouvoir informer des gélules ou des solutions colloïdales ou autres. Mais par contre, l'entrée d'information se fait par ce laser à effet quantique. Le laser à effet quantique, il envoie 4 millions de photons par seconde. Ça veut dire qu'il peut poser 4 millions de questions par seconde. Donc autant vous dire que ça va assez vite. Alors évidemment, c'est pas un photon, une question, hein, c'est une série comme ça, et derrière, il voit à quel point ça a été influé, parce que les expériences de Princeton, ça montre qu'on a des variations, mais c'est pas des variations franches. Donc en fait, ils envoient par exemple 1000 photons, et sur les 1000, ils voient qu'il n'y en a pas 500 qui sont passés comme ça, mais qu'il y en a plutôt 550, 450. Donc ils sont obligés d'en envoyer pas mal. Ceci dit, ça va quand même assez vite. On a des modules d'analyse, donc on est toujours au niveau de l'information, hein, évidemment. On a des modules d'analyse des cohérences des organes, on a des modules d'analyse qui permettent de remonter dans la ligne temporelle. Donc vous allez pouvoir dire, depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui, quels sont les éléments qui me bloquent par rapport à la thématique que je donne maintenant. Et ça, c'est hallucinant, parce qu'à chaque fois qu'on le fait, les gens ils disent « Ah oui, mais à cette date-là, il s'est passé tel truc, à cette date-là, il s'est passé tel truc. » En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont réussi à faire un truc qui est vraiment très précis. Oui, mais comment, la question que je me suis posée quand j'ai fait la formation l'autre jour, mais comment ils ont quel est le système derrière qui m'a permis de dire, le jour de ma naissance,
à tel âge que j'avais effectivement tel point. T'as vu comment s'est passé le scan temporel en fait, quand ils font un scan temporel, ils remontent la ligne comme ça. Oui, et en fait, à chaque fois, ils analysent ce qui se passe dans ta conscience, Oui. tu vois. Et donc, en fait, c'est comme s'ils interrogeaient telle date, telle date, telle date, Oui, telle en date, fait, et à un moment, ta conscience, elle dit paf, tu vois. Et donc, là, ils remontent des événements qui sont des événements Ce que clés. tu fais avec le rayotenseur. C'est exactement Oui. la même Oui. chose. Tu Tu pourrais... as ton truc dans les mains, tu fais naissance, 0 à 1 an, 1 an à 5 ans, 1 Voilà. an. Pétard, tu t'arrêtes, Ouais, 5 à 10 ans. Ok, tu pourrais le 5 faire. à 6 ans, c'est Ouais. ce qu'on fait. C'est une interface différente, mais tu pourrais le faire avec Rayonex. Tu te construis une ligne temporelle avec Rayonex, tu bouges comme ça, tu as l'information, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, sur chaque point, tu vas sélectionner tes bases de données, tu vas dire quelles sont les fleurs de bac qui vont m'aider, quels sont les phrases, quels sont les mantras, quels sont n'importe quoi, tu vois. Les médicaments, la CIM10, tout et n'importe quoi. Tu vas pouvoir poser n'importe quelle question en fonction des objectifs que tu vas donner, et ça va te sortir immédiatement des réponses. Donc, Mais tu pars du coup, tu bosses à une vitesse phénoménale. Tu pars sur une base de départ avec une phrase focus. Alors, tu as les phrases objectifs. L'autre caractéristique intéressante, c'est qu'ils ont été malins. En fait, ils se sont dit, le générateur à effet quantique, donc il permet de créer un lien entre le patient, le praticien et l'appareil. Une fois que le lien est établi, il est établi. Et donc en fait, le soir, quand vous avez fini, vous laissez l'ordinateur tourner, et lui, il va émettre en permanence des programmes qu'on a définis à destination des patients. Okay, et donc toutes les nuits, c'est pour ça que ça s'appelle Time Waver, toutes les nuits, en fait, sur la période qu'on a définie, il va envoyer les solutions par rapport au blocage directement quantiquement. Et tu détermines le temps, le jour, la Ouais. durée. Et à tout moment, vous pouvez retester le patient au bout de 10 jours, vous dire tiens, puisque la signature fréquentielle est dans l'appareil, en 3 clics, on reteste. Est-ce que je dois changer cette information ou est-ce que je continue à prolonger l'envoi d'informations? On peut modifier pareil en 3 clics. Non, je change l'information à renvoyer ou je l'envoie plus que 2 fois par semaine au lieu de tous les soirs. Et dans l'analyse, en plus d'analyse d'informations, c'est assez fin, c'est-à-dire que c'est relativement les principes homéopathiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il sort une entrée de la base de données, il va sortir avec un pourcentage de pertinence, une intensité et une dilution homéopathique. C'est-à-dire qu'il va dire à quel niveau ça se passe, cette information. Il va dire cette information, elle est pertinente à 88% avec une intensité de 7 sur 10, et elle est au niveau de la conscience sur tel niveau, ou elle est au niveau de... Donc, c'est comme les dilutions homéopathiques, en fait, il va indiquer la dilution. Et là, c'est les principes de dilution homéopathique, donc on sait à quel étage ça va se passer. Ouais. Donc ça, c'est quand même un vrai bel outil. Il y a aussi une solution de télémédecine. D'une part, parce qu'une fois que vous avez pris l'empreinte du patient, il peut être n'importe où, vous pouvez toujours vous reconnecter avec lui. D'autre part, parce qu'il y a un petit accessoire qui s'appelle le Time Waver Home, qui lui est plus relié aux frequencies, c'est-à-dire il y a 2 modules différents. Ça, c'est le Time Waver Med, dont j'ai principalement parlé. Il y a un autre module fréquentiel qui crée des micro-courants, donc même genre que le Polar, sauf qu'au lieu de faire la sélection des fréquences par le rayotensor, il va faire la sélection des fréquences directement quantiquement, en envoyant toute l'information des fréquences et en demandant directement à la conscience de la personne de quelle fréquence il a besoin. Et donc là, on va pouvoir faire un programme thérapeutique qu'on va pouvoir envoyer par Internet sur le Time Waver Home, et la personne va pouvoir se le faire chez lui. Et le Time Waver Home, c'est un petit appareil dans lequel on peut même poser un verre d'eau si on veut. Donc soit on le fait avec des capteurs, soit on le fait avec son verre d'eau et on prend le verre d'eau. Donc c'est pas mal. Et là, c'est un générateur micro-courant et magnétique. Il y a aussi des modules... Ah, c'est la Rolls-Royce, là. Ouais, il y a aussi un module d'analyse cardiaque, donc on peut faire l'analyse des pouls et l'intégrer directement dedans. Il y a un module d'analyse vasculaire. On peut aussi sortir pas mal de variables sur la tension artérielle et l'intégrer dedans. Donc c'est vraiment un truc fait pour les médecins. Le prix aussi est fait pour les médecins. Voilà, je crois que c'est un dernier âge. Ah oui, ça c'est hallucinant. Ah oui, non, il y a le Théraphi. Hop. Alors le Théraphi. Ah oui, ça c'est... Donc on a un copain. C'est un Time Waver acheté. Malheureusement. Et les Bédaclus sans bachiche. Et les Bédaclus sans bachiche. Voilà. Alors, le Théraphi, vous avez entendu parler d'Antoine Priori dans les années 60, Oui. qui a fait un appareil. Donc lui, c'était un chercheur fou. C'était pas un scientifique, hein, c'était quelqu'un qui bidouillait beaucoup. Et il est tombé sur la génération d'ondes scalaires par l'intermédiaire de tubes sous vide avec des gaz rares et des choses comme ça. Et il a bidouillé pendant 30 ans pour essayer de trouver des fréquences. Il a réussi à trouver une cascade de fréquences qui soignait 100% des tumeurs. Ça a été contrôlé par l'Académie de médecine. J'ai les papiers officiels de l'Académie de médecine en 64 qui disent on est allé chez Priori, on a vu les études
sur des tumeurs T8 greffées sur des rats. Les tumeurs ont disparu, on a regreffé des tumeurs sur des rats, elles n'ont pas pris. Waouh, carrément. Il y a une immunité au cancer qui a été développée. C'est pareil. Intéressant. Ah, Médéric, Ouais. c'est pareil, il est interdit en France. Non? T'es sûr? Non, non, il n'est pas interdit en France. Non, mais rien n'est interdit en France, il ne faut pas rentrer dans la paranoïa. Les médecins sont des gens qui ont envie de soigner, Bah ouais. d'accord? Ouais. Après, il y a d'autres gens qui ont envie de vendre des trucs qui ne sont pas compatibles avec nous, mais c'est autre chose. Les médecins, la réaction des médecins, la plupart des médecins à l'époque, de réaction à l'époque, c'était si un truc extraordinaire, il faut le diffuser. Le problème, c'est que Priori était un peu fou furieux. Il n'a jamais voulu expliquer comment ça marchait, parce qu'en fait, il ne savait pas comment ça marchait. Il est tombé dessus un peu par hasard. Son truc coûtait plusieurs millions de francs à l'époque. Il avait une pièce entière remplie de tubes dans tous les sens. Bon, la petite histoire dit qu'en fait, la machine à l'intérieur, elle était toute petite et tout le reste, c'était pour essayer de lever de l'argent pour impressionner les gens. Mais c'était un malin. Et en tout cas, il est parti avec le secret de son truc dans sa tombe. Ça a été saisi par l'armée parce qu'ils ont essayé de comprendre comment ça marchait, etc. Alors, il ne faut pas rentrer dans la paranoïa. C'est pas les services secrets qui ont saisi le truc pour empêcher les gens de se soigner. C'est parce qu'ils ont pris l'appareil pour essayer de comprendre. Après, il y a un mec à Bordeaux, il y a un médecin qui a essayé de le refaire, qui a beaucoup travaillé dessus. Il y a tout un groupe de recherche de médecins qui se sont créés depuis 30 ans, etc. Bon, il se trouve que j'ai pour ami le mec qui est à l'origine des équations de la cohérence cardiaque. C'est lui qui est crédité pour avoir inventé les équations de cohérence cardiaque, qui sont quand même mathématiquement un truc. Il y a 4 personnes en Allemagne qui le comprennent. C'est pour ça que Rayonex a été obligé de demander à une université de faire le Rioscan. C'est un truc mathématiquement, c'est quand même assez balèze. Bon, c'est lui qui les a faites. Alors, il a tout du savant fou. Les cheveux comme ça. Et lui, en tombant sur l'appareil de Priori, a vu que les fréquences générées étaient relativement compatibles avec ses équations sur qu'est-ce que c'est que la vie. À pas grand-chose près. Voilà. Donc il s'est dit, tiens, ce serait sûrement intéressant de refaire cet appareil, mais avec les vraies fréquences. Donc il a fait un générateur. Alors ça se présente, il y a un petit générateur électronique. À côté, il y a une bobine Tesla qui monte de 0,5 volts à 2 millions de volts. Et après ça, il y a 2 tubes sous vide qui sont remplis d'un gaz rare. Et il y a 3 exciteurs au bout des tubes qui font un vortex, en fait. C'est-à-dire que les 2 millions de volts sont envoyés selon une certaine forme, les tubes ont une certaine forme, ils sont assez compliqués à faire. Ils ont trouvé qu'une seule personne au monde qui était capable de les fondre. C'est pour ça qu'on a un peu du mal à le faire, cet appareil. Et donc, l'énergie est envoyée dans les tubes selon un angle particulier, ça met les gaz en rotation, ça crée donc comme un tube fluorescent, donc ça crée 2 ondes qui sont en opposition de phase comme ça, et au milieu, du coup, ça crée une onde scalaire qui est hyper puissante. Donc on met le patient au milieu, il se retrouve, là il n'y a qu'une seule information, il y a énormément d'énergie, mais il n'y a qu'une seule information, c'est une cascade précise de fréquences, et tout le principe de Dan, qui a inventé ça, c'est les principes de compression. C'est-à-dire qu'en fait, si on remet, lui, il voit beaucoup la vie comme de nature électrique. Okay, et il a beaucoup travaillé sur la compression. Et il y a Nassim Haramein aussi qui dit que l'atome, in fine, c'est un trou noir. Ouais. C'est-à-dire que l'énergie se replie sur elle-même d'une manière infinie. Et en fait, lui, ce qu'il recrée, c'est qu'il recrée de la compression dans le vivant. Donc en recréant de la compression dans le vivant, ça fournit une énergie complètement délirante. Et Christine, qui bosse beaucoup maintenant avec en médiumnité, elle voit justement que l'énergie rentre et qu'après, il y a un petit travail à faire toujours d'accompagnement. Donc il faut ouvrir les portes. On ouvre les portes soit par des techniques que vous connaissez, on peut ouvrir les portes avec la biorésonance, on peut ouvrir les portes en accompagnant les gens, en parlant simplement, en hypnose, il y a plein de manières différentes. Bon, l'avantage de Christine, c'est qu'elle voit en temps réel ce qui se passe, c'est-à-dire si les portes sont ouvertes ou pas. C'est quand même, quand on finit tous par être un peu médium dans ce milieu, mais quand on a un peu de médiumnité, ça facilite, on va dire. On peut le tester en biorésonance. On a fait une séance conjointe du thérapie entre Christine, un médecin et la biorésonance, et en aveugle. C'est-à-dire que moi j'avais fait le programme de biorésonance, le médecin regardait ce qui se passait chez sa patiente, et Christine disait en temps réel ce qu'elle voyait qui se passait, et donc lui expliquait ce qui se passait ensuite au niveau physiologique à l'intérieur. Ouais, c'était assez intéressant. Et ça nous a permis d'ailleurs de comprendre même comment certains programmes de biorésonance marchaient, et certaines interactions assez intéressantes. C'était un cancer. Vraiment intéressant. Oui. On doit avoir le compte rendu quelque part de cette séance. Donc voilà. Donc ça, c'est un appareil qui met le patient sur un niveau énergétique. Alors c'est délirant, hein. Si vous faites une séance à 5 heures, vous ne dormez pas de la nuit. Ouais. Ah oui. Faut pas en faire après 2 heures de l'après-midi, on va dire. Il y a des gens, et l'effet dure à peu près une semaine. 3 minutes. Hein. On met les gens 3 minutes dans l'appareil. Si on les met plus longtemps, ça commence à péter dans tous les sens. Et c'est du dopage. C'est du dopage, ouais. Et
on arriverait presque à une machine à remonter le temps, à force. Eh ben, c'est ce qu'il dit. Lui, il dit qu'il fait de la négantropie. C'est-à-dire qu'il arrive à faire remonter. En fait, le principe, c'est que tu fais régresser les cellules jusqu'à leur état où elles étaient en bon état. En fait, quand même, Ouais. on a Donc, vu- réorganisation, négantropie, en fait. Réorganisation de l'état, on repart en arrière dans le temps, effectivement. Comme on a fait avec le Big Bang, en fait. Avec Avec le Big C'est Bang. du chi. Avec le quoi Avec le Big Bang, c'est-à-dire qu'on est allé voir dans l'univers ce qui avait pu se passer. Ah oui, non, ça c'est autre chose. On a vu en fait, on a vu l'information se déplaçant dans le temps à une vitesse linéaire. On est allé chercher très très loin dans l'espace pour voir ce qui s'était passé il y a très très longtemps dans le temps. C'est autre chose. Là, on parle vraiment de réorganisation du vivant dans un état antérieur. Par contre, l'information, parce que tu peux aussi, si tu trompes d'information, cette énergie, elle peut profiter aux cellules cancéreuses au lieu de l'inverse. Il ne pas que ça tombe dans les mains de gens qui font de la magie noire, si tu veux Non, tout mais savoir. ouais, je veux dire, donc en fait, quel est son choix d'information au départ? Avec ça, on a viré des... Tiens, je vais couper la caméra. Mais préviens.